Mesdames, Messieurs, bienvenue. Du répit, elle n'en aura pratiquement pas connu la communauté internationale dans la crise politique qui secoue depuis peu le Bénin. Les organisations régionales et sous-régionales n'auront singulièrement pas été du reste. Et ce n'est que secret de Polichinelle parler de leur forte implication. Au-delà des actions menées en sourdine, on se rappelle, entre autres, les descentes et visites de travail de la délégation de la CEDEAO bien avant le très controversé scrutin du 28 avril, puis celle de la Commission de l'Union africaine. Les scènes de violence ayant ponctué par endroits le scrutin et celles ayant suivi par la suite, juste au lendemain du vote, avec leur cortège de morts par balles et autres actes affligeants, auront motivé l'implication personnelle du président narcisse de l'UEMOA, Alassane Ouattara, qui a envoyé son émissaire, puis très récemment celle du président narcisse de la CEDEAO, Mouhamadou Bouhari, qui aura reçu Patrice Talon quelques heures seulement avant la levée du dispositif sécuritaire autour du domicile de Boni Yayi. Pour nombre d'observateurs, tout s'explique et tout se tient. À raison, dit-on, la série de voyages de Patrice Talon annoncée pour la fin de ce mois et début juillet. Démilitarisation de la zone de résidence de Boni Yayi, la médiation extérieure, une voix qui aura compté le débat, mesdames, messieurs, c'est tout de suite. Et déjà, sur ce plateau, Richard Aglaka, acteur politique, il est observateur de la vie socio-politique sur le continent. Richard Aglaka, bonjour. Bonjour, monsieur Tondi. Et merci d'être à nos côtés ce matin. Ça fait un moment sur le plateau musical. Ça fait un moment. Ravi de vous retrouver. Merci. En face de lui, Nathaniel Kitty Politis, enseignant, chercheur en sciences politiques. Il est en outre le président du MBDH, le mouvement béninois pour la défense des droits humains. Nathaniel Kitty, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Je m'en voudrais de ne pas vous poser la question. On a vu le MBDH vent debout lorsqu'il a été question de la situation de Boni Yayi. Vous faites partie de ceux qui ont parlé de mise en résidence surveillée, même si ce n'est pas officiellement dit. Quel est votre état d'esprit après la levée de ce dispositif? Je pense qu'on se réjouit de ce que le chef de l'État a décidé finalement de laisser M. Boni Yayi, ancien président de la République, libre de ses mouvements. C'est une réjouissance, ok, c'est juste un point de vue qu'on a voulu avoir. Le débat, c'est tout de suite et maintenant, comme nous l'avons dit, mesdames, messieurs, s'il est un fait qui aura précédé la levée du dispositif sécuritaire impressionnant autour du domicile de l'ancien président Thomas Boni Yayi, c'est sans conteste la rencontre Patrice Talon, délégation de Tchaourou. Une rencontre de taille, certes, mais qui, pour nombre d'observateurs et d'analystes, ne doit pas faire oublier le tête-à-tête Talon-Bouhari à Abidjan. À Abuja, voilà. Dans la crise que traverse le Bénin, les organisations régionales et sous-régionales se sont particulièrement montrées, peut-on dire, Richard Aglaka, très actives. Oui, cela va de soi d'ailleurs. Mais ce qu'il faudrait d'abord retenir, si vous me permettez, oui, c'est de peut-être procéder à une, classification, une identification de ces organismes dont vous parliez tantôt. Oui. D'un côté, nous avons les organismes africains, notamment la CEDEAO, l'UEMOA ou encore l'Union africaine. Et un peu plus à l'international, nous avons une kyrielle d'organisations qui gravitent autour de l'ONU, donc l'ONU avec, disons, ces différentes composantes. Et ce que je voudrais dire, au-delà donc de ces deux catégories d'organisations, nous avons également des personnalités politiques très fortes, très fortes et qu'il ne faut pas oublier. Et puis, toujours en ce qui concerne l'extérieur, nous avons ce qu'on a appelé le monde des intellectuels, la communauté scientifique, qui a voulu également intervenir dans cette crise. Et puis, toujours parlant de l'extérieur, il y a les médias qui ont forcément joué un rôle à la fois, disons, trouble, pour ainsi dire. Donc voilà un peu ce que je voudrais dire. On ne peut pas dire que cette communauté internationale n'a pas joué un rôle. Toujours est-il que ce rôle maintenant reste à apprécier. En tout cas, on est là pour apprécier. Quels sont les fondements de ce balai
donc que nous avons constaté déjà avant les élections et pendant et puis après. Il faudrait qu'on arrive à disséquer un peu, disons, cette problématique et voir si effectivement cette communauté a joué un rôle sérieux dans le dénouement progressif de cette crise. Nous commençons par le plus récent, où les Béninois étaient très nombreux à demander à qu'enfin une rencontre Buhari-Patrice Talon. Le Nigeria n'est pas resté du tout silencieux, pas forcément beaucoup de bruit, mais Richard Black a manifestement le Nigeria aura compté dans ce qui est désormais appelé un début de dégel de la crise que traverse le Bénin. C'est ça. Mais il faut dire que au-delà du déplacement, sinon même avant le déplacement, ce que les Béninois ne voient pas, c'est que le chef de l'État forcément communique avec ses homologues de la sous-région sur la situation. C'est sûr qu'il y a eu plusieurs coups de fil, il y a eu des émissaires, etc., etc. Et donc, ce déplacement ne serait que le point d'aboutissement d'un certain nombre de démarches entreprises. Maintenant, est-ce que ce déplacement avait pour objet de revenir uniquement sur la crise politique? Je ne pense pas que ce soit le cas. Et vous avez dit uniquement? Oui. Non, pas uniquement. Pas uniquement, voilà. On ce n'est pas l'objet principal, selon moi. Okay. Ce n'est pas l'objet principal du déplacement du chef de l'État. Toujours est-il que, et ça je vais vous étonner, disons, la pression de la communauté internationale voulue par, disons, les acteurs de l'opposition, notamment le président Nicéphore Dieudonné Soglo et le président Yahya Boni, qui ont voulu effectivement que cette communauté vienne intervenir dans la crise. Je crois que tout cela m'amène à me poser la question de savoir si cette médiation a été effectivement une médiation de qualité. Est-ce que cette médiation a été effectivement une médiation impartiale? Et là, j'ai beaucoup de doutes. On va y revenir. Est-ce que c'est une médiation impartiale qui aura positivement apporté au Bénin? Oui, on est là aussi pour apprécier. Mais avant, oui, je commence par le dernier point qui a retenu l'attention des Béninois, c'est cette rencontre Patrice Talon-Buhari, un peu quelques heures avant la levée du dispositif sécurité autour du domicile de Thomas Boni Yayi. Oui, merci. Je pense que cette rencontre a été décisive dans la décision du chef de l'État de laisser M. Boni Yayi, ancien président de la République, libre de ses mouvements. Parce que dans cette semaine, tout le monde a constaté qu'il y a eu une personnalité forte du Nigeria qui s'est déplacée sur le Bénin. Et puis après, le chef de l'État, je pense que le lendemain, s'est aussi déplacé au Nigeria. Et dès son retour, on a constaté qu'il y a eu évolution dans la situation que tout le monde dénonçait au Bénin. Donc cette rencontre a été décisive. Mais seulement que ce qui est à noter, avant que les chefs d'État étrangers ne prennent des décisions, il faut qu'ils soient éclairés par non seulement leurs conseillers, mais aussi par ceux qui sont concernés au plan national par la question dont il s'agit. Et c'est en cela que la pression interne venant des partis politiques de l'opposition et des organisations de la société civile a permis à ceux qui se sont déplacés vers ces personnalités de mieux comprendre la situation pour pouvoir prendre des décisions. Il est bien vrai que ce qu'on a toujours reproché à ces organisations internationales, c'est que la prise de décision est lente, mais cela se comprend. D'autant plus qu'avant de prendre la décision, il faut mieux comprendre ce dont il s'agit, surtout que cela se passe dans un pays souverain où les enjeux ne sont pas les mêmes. L'enjeu
pour le Bénin par rapport au Nigeria n'est pas le même que l'enjeu pour le Bénin par rapport au Cameroun, par rapport à la Côte d'Ivoire. Donc je pense que, tel que vous l'avez dit, cette rencontre a été décisive. Mais seulement que la pression interne y a contribué. La pression interne y a contribué. Mais là-dessus, le Bénin a-t-il à se frotter, au fond, les mains quand on doit tenir compte de tout ce qui s'est joué, aussi bien en termes d'image pour le pays, en termes aussi de retour direct, parlant de ses rapports avec ses voisins immédiats. C'est là, je me retourne une fois encore vers vous, Richard Blaka, vous dites, est-ce qu'on en avait vraiment besoin au fond? Il faut dire que le Bénin est un pays souverain. L'Afrique est un continent souverain. Nous avons constaté que, en réalité, lorsque la communauté internationale se met, disons, dans le jeu politique des États africains, en général, restons au niveau des États africains d'abord. Oui. Même cette implication des organisations sous-régionales. On voit l'ouverture lorsqu'on parle de l'implication des organisations sous-régionales, oui, cela ne se fait pas de façon ex nihilo. Il y a toujours derrière une autre pression qui vient de l'Occident. C'est comme ça que les choses se passent. Je ne remets pas en cause, disons, l'autonomie des organisations sous-régionales. Je ne remets pas en cause leur autonomie, leur indépendance. Mais toujours est-il que tout ceci, c'est un ensemble. On ne peut pas les dissocier. Et donc, ce que je veux dire, c'est beaucoup plus un jeu d'intérêt. C'est beaucoup plus une question d'intérêt. Donc, ce n'est pas pour le Bénin que tout ceci a été fait. Ce n'est pas seulement... en réalité, très souvent, ce n'est pas pour les pays. Très souvent, dans le cas d'espèce, dans le cas du Bénin, par exemple, ce n'est pas forcément pour le pays. Et monsieur Kitty vient de faire quand même quelques, disons, analyses en disant que les enjeux ne sont pas les mêmes en ce qui concerne, par exemple, le Nigeria et le Cameroun, lorsqu'on met le Bénin au centre de ces... Voilà. Donc, ce n'est pas effectivement... Et tout ça là, c'est diplomatique, tout ça là, c'est politique, et chacun va de son intérêt. Donc, la stabilité au Bénin, il faut le dire, ça revient aux Béninois, a priori, étant donné que nous sommes un État indépendant, et c'est pour cela que je ne partage pas le point de vue de monsieur Kitty, qui pense que la rencontre avec le président Buhari a été décisive dans le dénouement, disons le début du dénouement que nous avons connu. Selon moi, ce qui a été décisif, et il faut le reconnaître à César ce qui est à César, c'est plutôt, disons, cette sagesse manifestée par, disons, les notables, les têtes couronnées qui sont venus de Tchaourou, qui sont venus de Savé, pour... disons, jouer effectivement leur médiation, leur rôle. Il faut dire qu'en Afrique, et plus précisément au Bénin, il ne faut pas mettre de côté, disons, les aspects sociologiques. Quoi qu'on dise, nous avons à notre, disons, à notre tradition, à travers nos us et nos coutumes, nous avons les moyens de venir à bout de nos crises. Ça, c'est possible. Et pour moi, ce qui a été décisif, c'est plutôt la délégation de Tchaourou. S'il n'y avait pas eu cette délégation, c'était pas évident. C'était pas évident parce que, avant bien entendu cette délégation, vous avez vu tout ce qu'il y a eu comme pression internationale. Vous avez vu tout ce qu'il y a eu comme pression sous-régionale. Vous avez vu tout ce qu'il y a eu comme pression même au niveau interne. Mais il a fallu, et moi je m'attendais à cela, il a fallu que cette délégation se forme, se déplace, rencontre les deux protagonistes pour que on puisse connaître un début de changement. Il fallait, et c'est là que je suis un peu frustré, parce que on aurait pu éviter tout ce qu'on a connu déjà dès le début, avec l'intervention des sages et notables de Tchaourou, de Savé, donc disons de toute cette localité-là. Ça n'a pas été le cas. Mais qu'est-ce qui a fait la différence entre... Parce qu'on est à l'interne. Qu'est-ce qui a fait la différence entre les types d'interventions à l'interne qu'on a eu, clergé et autres, même communauté musulmane et autres, auprès du chef de l'État, rencontré aussi Thomas Bouniaï, et puis cette intervention des sages de Tchaourou. Qu'est-ce qui a fait la différence? La différence, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut peut-être voir du côté sociologique. La différence, c'est quoi? C'est que ce sont les acteurs directement impliqués
qui sont maintenant au devant de la médiation. Comment as-tu dit? C'est-à-dire la population de Chaourou, la population de Savé, de Bante, etc., etc., cette zone qui était en conflit, et cette zone... Mais la situation de Boni Yayi, c'était bien avant l'incident de Chaourou. Et d'aucuns disaient déjà qu'il ne fallait pas maintenir Boni Yayi dans cette situation-là. Non, d'abord, il faut rectifier certaines choses. Quand on dit qu'il a été privé de liberté, moi je crois que c'est faux. Il n'a jamais été privé de sa liberté. Qu'il a été mis en résidence surveillée, ça aussi c'est faux. Il n'a été jamais mis en résidence surveillée, etc. Mais vous avez suivi son beau-frère qui dit vouloir le rencontrer, il n'a pas pu le rencontrer. Moi je ne suis pas je ne suis pas dans le secret du dispositif sécuritaire installé autour de la résidence du président Yayi Boni, encore moins pour la sécurité, disons, de tout le quartier Kadiaon. N'oubliez pas qu'il se fait, malheureusement, que la maison du président Yayi Boni est à quelque part, disons, à quelques mètres de l'aéroport international de Cotonou. C'est à quelques mètres de la radio et de la télévision nationale. C'est à quelques pas du palais de la République. Vous voyez, quand c'est comme ça, il faut absolument prendre les dispositions. On va évoluer, sinon on va s'éloigner du sujet aussi. Vous avez dit beaucoup de choses. Je lui laisse la parole avant de lui poser mes questions spécifiques par rapport aux mêmes aspects que vous avez évoqués, oui, Nathaniel Ekiti. Merci. Moi, je pense que je veux faire un rappel. Il y a des questions sur lesquelles il ne faut pas se prononcer quand on n'a pas suffisamment d'éléments. Monsieur Boni Yayi est un citoyen béninois. Il a, conformément à la Constitution, le droit d'aller et venir. Il se fait que, au vu au su de tout le monde, il a été privé de ce droit. Donc ce que vous venez de dire là n'est pas juste. Nous avons enquêté là-dessus. Le gouvernement s'est prononcé pour justifier pourquoi il a envoyé la police là, ce qui est contraire à la Constitution. On ne peut pas assurer la sécurité de quelqu'un sans son avis. Il a été privé de visite. Il a été privé de soins. Et c'est suffisamment grave. Dans ce que vous venez de dire tout à l'heure, je pense que vous devez faire beaucoup attention en le disant, parce que les faits sont là et démontrent le contraire de ce que vous soutenez. Par ailleurs, vous abordiez tout à l'heure le rôle pédagogique, épistémologique de la violence pour se faire entendre en parlant de Chaourou et de Savé. Moi, je pense plutôt que dans ce qui s'est passé la semaine dernière, le chef de l'État, en tant qu'homme politique, a utilisé cette médiation des têtes couronnées de la région pour se voiler la face. Comment ça? En ce qui concerne la réalité. La réalité, c'est qu'il a été marqué pied à pied par l'opposition au plan international. Donc, partout où ces délégations sont passées, vous avez vu les délégations de l'opposition qui y sont allées aussi pour expliquer de fond en comble ce qui se passe au Bénin et permettre aux autorités au plus haut niveau, au sein des organisations internationales, de prendre des décisions. Donc, il n'y a pas de fumée sans feu. Ce qui est sûr, il était informé de ce qui était annoncé en ce qui concerne la sortie de crise au niveau de la CEDEAO. Et moi, je pense que face à cette situation, il a utilisé la situation de Chaourou et de Savé, qui est regrettable, pour s'en sortir. La réalité, c'est que ce sont les pressions venant de l'opposition, venant des organisations de la société civile, qui ont permis aux dirigeants au niveau sous-régional de mieux comprendre la crise béninoise, qui ont permis au chef de l'État de savoir que, comme Jean-Jacques Rousseau qui l'a dit, le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance
en deux voies. Mais lorsqu'on évoque le sujet sous cet aspect, est-ce qu'on ne peut pas s'étonner de voir qu'il y a Alassane Ouattara qui hier a essayé une médiation entre les deux hommes qui n'est pratiquement pas parvenu à réaliser le même exploit, si on peut parler en ces termes. Donc si c'est vrai que cette communauté, son mot a beaucoup compté, qu'est-ce qui aura fait alors la différence? Alassane aurait pu faire la même chose. Non, mais je pense que le président ivoirien a fait aussi la médiation, mais seulement que au niveau des organisations internationales, il y a eu un processus de décentralisation en ce qui concerne le règlement des crises. Donc c'est ce qui a fait la différence. Lorsque la crise est portée au niveau de l'ONU, par exemple, et que la crise concerne le Bénin, l'ONU saisit l'Union africaine. Et au niveau de l'Union africaine, la sous-région concernée, l'Union africaine saisit l'organisation sous-régionale de cette zone pour s'occuper de la gestion de la crise. Donc, ce processus graduel-là permet, lorsque l'organisation au bas niveau est dépassée par la crise, à celle qui vient au niveau intermédiaire, de s'en charger. Je pense que c'est dans ce sens que le président Alassane Ouattara, en tant que président en exercice de l'UEMOA, et le président Buhari, en tant que président en exercice de la CEDEAO, ont été chargés du règlement de la crise au niveau du Bénin. Donc moi, je pense que c'est dans ce sens qu'il faut comprendre ces deux interventions-là. Mais seulement que les deux chefs d'État ne peuvent pas intervenir sans écouter les différents sons de cloche. C'est la raison pour laquelle vous avez vu, lorsque la délégation ivoirienne était venue ici, elle s'était déplacée pour rencontrer le chef de l'État et puis pour aller rencontrer le président Boni Yayi. Et de la même manière, il y a les émissaires du chef de l'État qui se sont déplacés à Abuja. Il y a aussi les émissaires de l'opposition qui se sont déplacés à Abuja. Donc cela permet à ceux qui sont en charge du règlement du conflit d'avoir les différents sons de cloche pour pouvoir prendre de bonnes décisions. En tout cas, s'il est un fait aujourd'hui réel, c'est que parlons de ce dispositif qui a suscité assez de grincements dedans. On en parle désormais au passé et Boni Yayi désormais bénéficie déjà des soins réclamés. Et peu après cette disposition prise, annonce-t-on, le chef de l'État sera très bientôt au niveau des rencontres sous-régionales. Richard Blaka, ce sont nos confrères de Jeune Afrique qui écrivent sur la question, très peu friands des rencontres continentales. Et voilà Patrice Talon qui désormais prendra part à deux grandes rencontres de taille. D'abord, celle d'Abuja, sur invitation de la CEDEAO, et celle de l'Union africaine. Votre regard? Non, mais il appartient à cette communauté. Le Bénin appartient à cette communauté. Le Bénin a ratifié un certain nombre d'accords allant dans ce sens. Donc, la présence du chef de l'État à ces différentes rencontres, je ne vois pas en quoi cela pose problème. Ils ne disent pas le contraire. Ils disent peu friand. Et il rappelle que depuis son arrivée, il est à peine présent à ces rencontres. C'est toujours en fonction. Et encore, attendons de voir la suite aussi. Attendons de voir la suite. C'est en fonction de son... C'est un chef d'État, s'il vous plaît. C'est en fonction donc de son agenda qu'il se déplace. Moi, je crois qu'il y a des questions plus préoccupantes qui sont celles du développement du pays. Et il a un objectif à atteindre avant la fin de son mandat. Ce n'est pas simplement les rencontres, assister aux différentes rencontres, ce n'est pas de ça que nous avons forcément besoin. Cela ne veut pas dire que, disons, la politique de la chaise vide, il faut la presser, il faut... Non, je ne suis pas dans ce sens-là, mais je crois quand même qu'il y a des questions plus importantes qui concernent le développement du pays, et c'est ça, justement, la préoccupation majeure du chef de l'État. Maintenant, j'ai lu un peu
le Jeune Afrique qui parlait de déminage ou je ne sais pas. Oui, nos confrères sont allés loin. Moi, je ne voulais pas utiliser. Ils pensent que c'est une opération déminage. Le chef de l'État qui serait en situation difficile et qui travaillerait désormais pour son image. Non, son image est déjà très bien appréciée à l'international. Et au regard, bien entendu, disons, des différents rangs occupés par le Bénin, en ce qui concerne les différents classements, au regard, disons, de la qualité même de la démocratie du Bénin, quoi qu'on dise, le Bénin est toujours un repère, en tout cas jusqu'à la date d'aujourd'hui, en matière donc de la gestion de la chose démocratique. Et ce qu'il faut dire simplement, c'est que si son agenda le lui permet, certainement il prendra part à ces différentes assises. Et la question qui concerne la crise au Bénin, vous avez dit tout à l'heure que les différents émissaires ont fait le tour des différents protagonistes, mais personne ne dit quelle est la conclusion. Personne ne parle de la conclusion. La conclusion, personne ne parle de la conclusion. Parce que quand il y a crise, c'est qu'il faut étudier la crise et voir à quel niveau ça cloche, qui a raison, qui a tort, etc. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché au Bénin depuis que le président Talon est là? Tout marche correctement, tout marche comme sur des roulettes. De quoi est-il question? Il est question des lois, de l'application des lois qui ont été votées à l'Assemblée nationale, presque à l'unanimité. Et aujourd'hui, dans la pratique de ces lois, il y a des problèmes qui se posent. Le chef de l'État vous demande de revoir dans quelle mesure corriger ces lois pour qu'elles puissent servir tout le monde. Et vous avez refusé de participer aux élections. Et vous appelez ça crise? Non, je crois qu'il n'a jamais eu de crise à proprement parler. Et ce qui s'est passé, c'est juste un montage pour secouer le gouvernement au regard de ses prouesses. Qui a monté ça? Notre opposition, bien entendu, au regard de ses prouesses. Ce qui s'est passé, Richard Ablaka, vous parlez sérieusement? Au regard, je vous êtes très pointueux sur certaines questions. Au regard des prouesses du gouvernement, au regard, disons, du défi qu'il est en train de relever, au regard de tout ce qui s'organise, pour le mettre en difficulté, de l'enracinement de notre démocratie, parce que il était souhaitable d'en arriver à cette réforme phare qui est celle du système partisan. La conclusion sur ces réformes, on le fera à l'heure de notre plateau, parce que là-dessus aussi, les avis sont très partagés. Chez les téléspectateurs, vous en savez sans doute quelque chose au regard des différents plateaux déjà faits. Mais je reviens sur la question de l'heure, oui, et quand on observe tout ce développement et on tire la conclusion qui est tirée. Est-ce que ça fait effectivement juste de parler en ces termes peu friands des rencontres continentales? Et voilà Patrice Talon qui désormais trouve très utile sa présence à ces rencontres. Et pour nos confrères, pour les paraphraser, c'est comme si c'est parce qu'on a pu tenir cet engagement, la levée de ce dispositif sécuritaire, qu'aujourd'hui on se rend disponible pour ces rencontres. Est-ce que ça fait juste d'interpréter les faits sous cet angle-là? Je pense que c'est juste. C'est juste parce que il a le dos au mur, parce qu'il a les faits aux fesses. Maintenant, il doit bouger. Il doit bouger. Donc vous concevez qu'il s'agit d'une opération de déminage? Je pense qu'il doit bouger pour qu'on puisse sortir de la crise. S'il ne bouge pas, la situation ira de mal en pire. Parce que, vous savez, le chef de l'État, le président Patrice Talon, quoi qu'on dise aujourd'hui, a perdu la bataille de l'image. Il a perdu à vie, je pourrais même dire. La bataille de l'image, vous avez suivi votre vis-à-vis. Il a expliqué un certain nombre de choses. La bataille de l'image, il a perdu. Il a de bonnes notes. Au regard des résultats avancés par certaines institutions. Ailleurs, oui. Okay. Ailleurs, oui. Mais sur ce point, il a perdu la bataille de l'image, je pourrais même dire à vie, parce que le monde entier a vu l'armée béninoise tirer sur la foule à Kadiaou, ce qui ne s'est jamais passé depuis 1990. Et c'est rentré dans l'histoire. Chaque fois qu'on abordera l'histoire de la démocratie dans notre pays, on dira ça, sous tel président, l'armée a tiré sur la foule à tel endroit. Moi, je crois que sur ce point... Laissez-le évoluer. Laissez-le évoluer. Vous voyez, vous allez laisser parler. Laissez-le évoluer. Il faut mieux laisser la justice faire son travail. Quand on est en débat... Allez-y, il a compris. Vous laissez votre vis-à-vis parler, vous intervenez après.
Premier élément. Deuxième élément, vous avez vu ce qui s'est passé à Tchaourou, ce qui s'est passé à Savè. Il y a eu des pertes en vie humaine. On se croirait sur un front de guerre entre Béninois, ce qui ne s'est jamais passé depuis 1960. Et c'est sous le président Patrice Talon que ça se passe. Vous avez vu ce qui s'est passé le 28 avril. Les violences n'ont jamais atteint ce niveau depuis 1960. C'est vrai que lorsqu'on regarde l'histoire de notre pays, on voit qu'il y a eu des processus dans lesquels il y a eu la violence. Mais ça n'a jamais atteint ce niveau dans notre pays. Donc la bataille de l'image, il a perdu. La bataille démocratique. Ce qui lui reste aujourd'hui, c'est comment faire pour trouver une porte de sortie honorable à la fin de son mandat. C'est-à-dire, comment faire en sorte que le processus électoral soit repris pour que la démocratie soit restaurée dans le pluralisme tel que affirmé dans la Constitution du 11 décembre 1990. Et pour y parvenir, il ne lui reste qu'à respecter les principes et les valeurs qui sont affirmées par les organisations internationales, surtout la CEDEAO. Vous savez, il y a le protocole de la CEDEAO sur la bonne gouvernance électorale. Donc, la CEDEAO ne peut pas se réunir en faisant fi du contenu de ce protocole-là que le Bénin a ratifié. Au-delà de ça, quand vous lisez l'histoire sur la conférence nationale, vous vous rendez compte qu'il y a eu des présidents qui ont pris de coup l'opposition. C'est-à-dire au moment où l'opposition était descendue dans la rue, dans les années 90, ils ont fait des discours, ils ont promis la restauration de la démocratie, ce qu'ils ont fait. Donc, ils peuvent le faire avant samedi prochain. C'est-à-dire qu'annoncer à l'opposition qu'il a entendu ces jérémiades et que les dispositions seront prises pour que le processus soit repris, pour que les élections soient réorganisées, pour que l'opposition participe aux dites élections et qu'une assemblée nationale dans laquelle les différentes sensibilités politiques sont représentées soit installée. Et maintenant, les événements de Kadiaoum, les événements de Tchaourou, de Savè, de Parakou, la lumière soit faite et que les auteurs soient poursuivis, c'est-à-dire ceux qui ont tiré sur la foule, soient poursuivis. Ainsi, il va aménager une porte de sortie honorable. C'est ce qu'il faut impérativement faire. Samedi prochain, il sera question de la crise politique lors de cette rencontre d'Abuja. Pensez-vous qu'avant cette rencontre, Patrice Talon a impérativement envoyé un signal? D'abord, il faudrait rectifier un certain nombre de choses rapidement. En ce qui concerne la situation qui a dégénéré avec effectivement des tirs, il y a une enquête en cours. Et lorsque la justice s'auto-saisit d'un dossier, le mieux c'est de se taire et d'observer, de voir la suite. Dans tous les cas, nous avons une justice indépendante qui, tôt ou tard, finira par situer les responsabilités. Ça, c'est important. Et nous voulons savoir effectivement ce qui s'est passé. Parce que en arriver à tirer sur la foule, moi, je crois que là, il y a un problème. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Et là, la justice doit faire son travail. Et il faut avoir foi, faire confiance à notre justice. Alors, la crise politique au Bénin, c'est vrai que vous avez dit qu'il n'y a pas de crise, mais pour l'agenda annoncé, au menu de la rencontre, vous n'oubliez pas la question. Je ne vais pas oublier votre question. Allez-y. Et ça, c'est disons, la première chose. Et l'autre chose que je voudrais dire, s'il vous plaît, ne rêvons pas. Ne rêvons pas. Comment vous voulez qu'on reprenne le processus électoral alors que ce processus a respecté toutes les lois qui existent en la matière, que ce soit le code électoral, que ce soit la charte des partis politiques, et tout ceci conformément à la constitution béninoise. Monsieur Kiti, vous demandez à ce qu'on reprenne ce processus. Je crois que la communauté internationale ne peut même pas aller jusqu'à ce point, parce que jusqu'à l'heure où je vous parle, on n'a pas encore piétiné la loi.
La loi est respectée dans son ensemble, dans son entièreté. Et à partir de ce moment, on doit continuer. Il y a une assemblée qui a été élue, il y a des députés qui sont élus sur la base d'un code électoral, sur la base d'une charte des partis politiques, et tout ceci respectant la constitution béninoise. Pourquoi voulez-vous qu'on reprenne? Et vous savez, reprendre ce que ça signifie, reprendre les élections législatives dans ce contexte? Non, s'il vous plaît, arrêtons, soyons objectifs, et finissons avec cette subjectivité naïve, et avançons, s'il vous plaît. Donc voilà un peu ce que je voudrais dire par rapport à l'intervention de M. Kiti. Vous avez dit, en ce qui concerne les assises d'Abuja, évidemment, le dossier sera au menu de cette séance. Et puis, comme je suis en train de le dire, une fois encore, parce que c'est ce qui s'est passé avec les différents émissaires, le chef de l'État va encore rappeler, il a fait déjà plusieurs fois cet exercice, il va encore rappeler aux uns et aux autres ce qui s'est réellement passé. Et à la communauté de prendre ses responsabilités, de dire non, vous avez franchi le Rubicon, l'opposition béninoise n'a pas été honnête, l'opposition béninoise n'a jamais voulu participer aux élections, vous avez d'autres plans derrière la tête, et là, il faut tout de suite arrêter. Parce que, quoi qu'on dise, le président Talon a été démocratiquement élu pour un mandat de 5 ans, et il va terminer ces 5 ans. Jusque-là, tout ce qui se passe dans ce pays respecte la constitution béninoise. On n'a jamais marché sur la constitution béninoise. À partir de ce moment, moi je ne vois pas pourquoi la communauté internationale, pourquoi la CEDEAO va soutenir l'opposition qui malheureusement est en train, est en train de perdre les pédales. Oui, Kiti, je vous ai remarqué prendre certaines notes. Je vous laisse quelques minutes pour la réaction. On va passer à la seconde étape. Je pense que le problème qui se pose à ce niveau, c'est l'ignorance des tests. L'ignorance des tests à votre niveau. Vous devez relire la Constitution dans son préambule. Il n'y a pas de démocratie pluraliste lorsque vous avez au sein d'un Parlement 2 partis qui soutiennent le chef de l'État qui sont représentés. Il n'y a pas de démocratie pluraliste lorsque vous avez une opposition. Et c'est là le fondement de la crise même qui dit « je veux participer aux élections ». Et on dit « non, les tests vous l'empêchent ». Il n'y a pas de démocratie pluraliste, cher ami. Le minimum de la démocratie, c'est le respect des droits de l'opposition. Nous sommes défenseurs des droits humains. Dans notre organisation, il n'y a pas les droits humains ne peuvent pas être garantis au Bénin lorsque vous avez un parlement monocolore. Ce n'est pas possible, cher ami. Le minimum qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est de reprendre les élections. Reprendre les élections n'empêche pas les 2 partis siamois du chef de l'État d'être représentés à l'Assemblée nationale. Ce qu'il faut rechercher dans une démocratie, c'est que tous ceux qui désirent participer aux élections puissent y participer. Vous avez dit tous ceux qui désirent. Vous pouvez garder silence et reprendre la parole après. Ça, c'est important. Lorsque vous parlez de subjectivité, ce n'est pas subjectif, cher ami. Depuis 90, est-ce que vous avez jamais vu, depuis 90, un président organiser les élections législatives en excluant l'opposition? Ce qu'il faut comprendre dans ce qui s'est passé, c'est que le chef de l'État, le président Patrice Talon, avait son agenda caché. Parce que lorsque vous prenez la Constitution, l'article 68 a déjà prévu les portes de sortie de crise. Et il a refusé d'utiliser l'article 68 parce qu'il avait son agenda caché, il avait un résultat qui devrait nécessairement atteindre. On a vu ce qui s'est passé par la suite. Ce sont les raisons pour lesquelles il refusait d'utiliser l'article 68, parce que ceux qui ont rédigé la Constitution ne sont pas cons, ce sont des personnalités respectées et respectables. Ils ont vu faire ailleurs et ils savent que dans la consolidation de la démocratie, il y a les périodes de crise. Et quand il y a crise, il faut trouver une solution. Et c'est la raison pour laquelle... Avec votre permission, on va évoluer. Bon, une minute, pas plus, parce que le temps qui tient, ça fait une minute. Par rapport à ce que vous avez dit, moi je pense, tel que je vous l'ai dit, la CEDEAO a des tests qui ont été adoptés
Et le Bénin les a ratifiés. Je pense que ces tests-là seront opposés au chef de l'État. Et lorsque vous observez l'espace de la CEDEAO même, en dehors du Togo, où l'opposition elle-même a refusé de participer aux élections, parce qu'elle estimait que le processus n'était pas transparent. En dehors du Togo, vous verrez aucun pays dans l'espace CEDEAO où des lois ont été adoptées et le chef de l'État a refusé de faciliter la tâche à l'opposition pour participer. On ne va pas faire ce débat de façon sempiternelle. Par conséquent, vous pouvez déjà tirer la conclusion. Le Bénin doit retourner à ce qui l'a de tout temps caractérisé, du moins depuis les années 90, pays considéré comme havre de paix. Comment faire pour en sortir? La situation est au-delà des frontières béninoises. Là, les organisations régionales, sous-régionales ont donné de la voix, c'est vrai, mais au cœur de la préoccupation a été évoquée en plénière au travers d'une question orale adressée au gouvernement. Chers invités, avec votre permission, nous allons en quelques minutes essayer de suivre cet élément témoin. Toutes nos excuses pour la qualité de l'élément. Ensuite, nous reviendrons sur ce plateau pour tirer les éléments d'appoint. La régie, s'il vous plaît, votre complicité. La parole est à monsieur André Villiers. Merci, Monsieur le Président. Le Bénin, ce pays de l'Afrique de l'Ouest, bien connu pour son modèle démocratique exemplaire, connaît des soubresauts politiques qui ont défrayé les chroniques des organes de presse. Sous le prétexte de réformes institutionnelles, c'est à une véritable chasse aux opposants à laquelle on assiste. Les uns après les autres, les nombreux acquis sociaux obtenus lors de la conférence nationale de février 1990 sont supprimés. Cette conférence historique avait ouvert la voie à la démocratie dans plusieurs pays d'Afrique après tant d'années de parti unique. En avril dernier ont été organisées des élections législatives dont ont été exclus les partis d'opposition. Malgré les nombreux appels au dialogue avec l'opposition et les médiations internationales, le scrutin du 28 avril dernier a été maintenu. Le mécontentement du peuple s'est traduit par un taux d'abstention record, avoisinant 80%. Cela n'a pas empêché la Cour constitutionnelle de proclamer les résultats, répartissant les 83 postes de députés entre les deux partis du président. Des manifestations d'une violence jamais connue au Bénin ont alors envahi le pays. Pour endiguer la contestation, l'armée a tiré à balles réelles sur les manifestants, occasionnant une dizaine de morts et de nombreux blessés. C'est dans ce climat de peur et de terreur que le 1er mai, 2 de nos compatriotes ont été pris en otage par des djihadistes au nord-ouest du Bénin. Chacun de nous se souviendra que lors des opérations de sauvetage de ces otages, 2 de nos soldats, officiers de marine, membres du prestigieux commando Hubert, ont perdu la vie, Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello. La situation politique qui prévaut aujourd'hui au Bénin est préoccupante, non seulement parce qu'il s'agit d'un pays avec lequel la France a des liens historiques très forts, mais surtout parce que le Bénin, où la France compte de nombreux ressortissants, est une référence en matière de démocratie sur ce continent. Voilà, Monsieur le Ministre, nous souhaiterions entendre votre appréciation de cette situation et quelles actions pourriez-vous mener pour que ce pays ne sombre pas dans un cycle de violence permanent. Cette situation ne s'inscrit-elle pas dans la compétition qui voit s'affronter les grands blocs dont l'objectif est la redéfinition d'un ordre mondial qui exclurait la France du continent africain? Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député André Villiers. La France et le Bénin, il est vrai, ont une tradition de coopération forte depuis le retour de la démocratie en 1990. Et très clairement, nous sommes préoccupés par la situation. Avec les États membres de l'Union européenne, nous avons publiquement émis des regrets forts concernant le déroulement des élections du 28 avril. Des élections qui, compte tenu de la façon dont elles sont déroulées, ont conduit après à un certain nombre de violences et nous avons eu à déplorer, comme vous l'avez dit, des morts et des blessés. Et donc nous appelons aussi très clairement au calme et à la retenue l'ensemble des partis. Ce n'est que dans un dialogue apaisé que les choses pourront avancer. Le président Talon, le 20 mai, a fait un discours à la nation. Il convient désormais que les mesures d'apaisement soient, dans les faits, mises en œuvre.
Nous suivons la situation avec attention et ce n'est pas une clause de style. Nous le faisons avec nos partenaires de la CEDEAO, de l'Union africaine. Nous le faisons aussi lorsque des individus sont menacés. Monsieur Ajavon, qui est un homme politique du Bénin, s'est vu octroyer l'asile par l'OFPRA il y a quelques jours. Et cela montre que nous sommes aussi à la hauteur de notre tradition d'accueil de ce point de vue-là. Cotonou, c'est aussi le symbole d'un partenariat entre l'Union européenne et les pays d'Afrique, de Caraïbes et du Pacifique. Cet accord de Cotonou, il prévoit en son article 96 un processus de consultation. Il prévoit aussi que les valeurs de droits de l'homme, de démocratie et d'état de droit sont un pilier de notre coopération. Eh bien, nous formons le vœu que cet esprit de Cotonou, plus que jamais, continue à souffler. Merci, Monsieur le Ministre. Que l'esprit de Cotonou à jamais continue à souffler. Ça va être le grand mot sur lequel le secrétaire général du gouvernement français a conclu son intervention pour rassurer les uns les autres. Alors Richard Blaka, après avoir suivi tous ces éléments, qu'avez-vous envie de dire par rapport à la marche du Bénin pour un dégel définitif de la crise? D'abord, la question et puis après la réponse. Oui. Vous avez vu, la question a été tendancieuse. Le temps est fini, allez-y. La question a été tendancieuse. Tendancieuse, et quand on voit un peu, quand il parle de lien historique, oui, le Bénin, c'est une ancienne colonie française. Bref, ce que je voudrais dire, c'est que venant de la France, ça ne m'étonne pas. La France est dans son rôle. Merci. Le Bénin, quoi qu'on dise, c'est un pays indépendant. Merci à vous, oui, ça va être votre mot de la fin. Nathalie Kitty, le temps est complètement parti. Non, c'est la conclusion du ministre. La mise en œuvre des mesures d'apaisement. Ce n'est que ce à quoi tout le monde s'attend. C'est-à-dire que tout soit fait dans la sincérité, tel que le chef de l'État l'a promis dans son discours. Merci à vous, Nathalie Kitty. Merci également à vous, Richard Ablaka. Que la paix des actes pour assurer que la marche désormais empruntée est une marche certaine afin que les Béninois commencent une fois encore à faire du vivre ensemble une réalité. 100% Bénin, le numéro du jour, on s'en arrête là. Moi, je vous fausse compagnie sur cette citation. Non, plutôt aujourd'hui, un proverbe très célèbre africain. Je vous le reprends en swahili. Il reste disponible en fond aussi pour ceux qui connaissent cette langue de côté du Bénin. Une honorable paix, dit-on, vaut mieux que la victoire à tout prix en plein déluge. Bonne méditation chez vous. À très bientôt.